Alors, chers téléspectateurs, chers followers de Warkha TV, nous avons le plaisir de vous retrouver dans notre espace Wartan. Alors, aujourd'hui, nous avons un numéro spécial parce que c'est dans le cadre de la campagne Compter pour tous. Cette campagne a pour but de faire la promotion ou en tout cas de promouvoir l'importance des données dans la lutte contre les violences basées sur le genre. Donc, nous allons discuter sur cette thématique en détail avec notre invité spécial. Je vous laisse avec ma co-animatrice. Merci Daba, bonjour Sadibou, bonjour Daba. Alors, comme Daba vient de le dire, nous accueillons aujourd'hui cher Sadibou Sakho. Il est anthropologue et sociologue, enseignant-chercheur à l'UGB, coordonnateur scientifique du projet IRA. Sadibou est aussi expert genre et développement, BSG, plaidoyer, égalité femmes-hommes et masculinité. Bienvenue Sadibou et merci surtout d'avoir pris le temps de te joindre à ce Wartan. Je vais juste commencer rapidement. En tant que sociologue et anthropologue, quelle est ta lecture des violences sexistes et sexuelles? Et on aimerait plutôt aussi entendre comme la nuance qu'on fait entre violence sexiste, violence sexuelle. Pourquoi cette nuance-là? Qu'est-ce qu'on essaie de visibiliser? Tout ça. Merci beaucoup Leïti, merci Daba pour cette invitation sur ce plateau et merci aussi à Warkha TV d'avoir accueilli cette discussion qui me paraît être une discussion riche de promesses parce que la question principale qui est autour des violences, en particulier les violences sexistes et sexuelles, est une question d'actualité, c'est une question d'importance. Mais en même temps que c'est une question d'actualité, c'est aussi une question transversale du point de vue historique, puisque c'est une question qui nous habite en tant que société. D'une part, cette lecture anthropologique qui donne une vision historique et transversale de la violence comme un phénomène social et culturel, parfois même un phénomène symbolique, installé dans les rapports sociaux. Et donc, en cela, il n'y a pas de surprise à voir les occurrences de violence dans nos sociétés, particulièrement les occurrences de violence sexistes ou sexuelles, d'une part. D'autre part, maintenant, quel est ce point de nuance entre les violences sexistes et les violences sexuelles? Le premier élément à dire, c'est que les violences sexuelles sont des violences sexistes. Et donc, les violences sexistes, ce sont des modalités des violences sexuelles. Les violences sexuelles, ce sont des modalités des violences sexistes. Les violences sexistes sont des violences qui sont perpétrées à l'encontre de personnes en raison de leur appartenance à un genre. Mais c'est très large comme type de violence. Et donc, les violences sexuelles viennent dedans comme étant des modalités spécifiques, mais qui sont particulièrement graves, puisque ce sont des violences qu'on exerce en utilisant un moyen particulièrement significatif dans les sociétés, qui est, entre guillemets, on m'excusera du terme cru, le sexe, de manière globale. Et donc, ce sont les attouchements, ce sont les viols, c'est tout ce qui se recoupe dans le harcèlement, ce sont les mots aussi, ce sont les comportements, les réflexes qu'on peut avoir en société de toucher les personnes, etc. Toutes ces sortes de violences qui utilisent cette arme particulièrement signifiante en société qui est le sexe. Donc c'est pour ça que, pour moi, en fait, la nuance, elle est importante quand on y réfléchit en termes analytiques, mais quand on est dans la pratique, dans la réalité pratique, il faut mieux tout simplement avoir le terme violence sexiste et sexuelle pour à la fois pointer ce caractère construit des violences et pointer aussi l'arme principale de ces violences qui est l'outil qu'on pourrait appeler le sexe. Moi, je voulais juste revenir parce que Sadibou, tu as inscrit ces violences-là dans les inégalités entre les hommes et les femmes. Est-ce que tu peux revenir là-dessus rapidement? Oui. En fait, les violences sexistes et sexuelles sont portées par les inégalités en société. Mais le pas qu'il faut faire en arrière, c'est de penser ces inégalités-là en société. Je le dis, je l'apprends à personne. Nous sommes dans un contexte patriarcal, une société patriarcale. Le patriarcat étant une modalité d'organisation des sociétés particulière, puisqu'on a d'autres types de modalités d'organisation, notamment le matriarcat ou les types de sociétés égalitaires, ou les types de sociétés sans pouvoir complètement distribuer ou clairement distribuer. Dans le système patriarcal,
c'est la distribution des pouvoirs et des ressources qui est en jeu. Et donc, les pouvoirs et les ressources sont entre les mains des hommes, en ce qu'ils représentent le genre homme. Non pas simplement parce qu'ils représentent disons, l'homme en tant que réalité biologique, mais l'homme en tant que réalité sociale. C'est-à-dire ce travail qui est fait par la société sur le corps biologique de l'homme pour en faire le dépositaire du pouvoir ou des pouvoirs symboliques, etc., mais aussi des ressources. Cette configuration particulière génère nécessairement de la violence, qu'elle soit de la violence symbolique, de la violence physique, etc., etc. Et donc, les violences sexistes et sexuelles trouvent un terreau favorable dans cette configuration inégalitaire déjà entre des pouvoirs, mais entre des ressources, etc. Et par exemple, une des violences particulières qu'on peut citer comme une violence sexiste, c'est les violences économiques, par exemple. Dans un système patriarcal, on sait que les hommes sont en général plus riches, détiennent le pouvoir économique plus que les femmes. Et cette asymétrie de pouvoir sur les ressources génère nécessairement des violences économiques. Il en est de même pour les violences symboliques dans l'espace politique. Aujourd'hui, au Sénégal, nous sommes en pleine ébullition de l'espace politique, mais on voit très bien que c'est un terreau favorable pour ce type de violence-là. Et donc, ces violences sexistes et sexuelles trouvent ce terreau favorable et en même temps que ça les reproduit, ça les nourrit aussi. Vous l'avez dit, les violences sexistes et sexuelles trouvent un terrain favorable, si je peux l'appeler ainsi, sur les inégalités qui existent dans la société. Et nous avons vu quand même que les organisations de défense des droits des femmes, les militantes féministes font beaucoup d'efforts sur la protection, la promotion des droits de ces groupes-là, notamment la lutte sur les violences faites aux femmes. Mais la question de la disponibilité des données est de plus en plus mise au devant de l'écran. Pour vous, quel niveau d'importance on peut accorder aux données dans la lutte contre les violences basées sur le genre? Si on réfléchit de manière globale aux données, sans même qu'il s'agisse de réfléchir à la question des inégalités de genre ou des questions de violence, on sait très bien qu'aujourd'hui, dans le monde où on est, les données constituent comme une sorte de pouvoir. Aujourd'hui, on peut parler du pouvoir que constitue l'information, etc. Mais les données constituent comme une sorte de pouvoir très clairement. Alors, dans ces conditions-là, se questionner sur les données devient quasi un acte à la fois scientifique et politique. Puisque, en fait, pour agir sur un phénomène, il est important de connaître ce phénomène. J'ai dit tantôt que pour l'anthropologue, il était très important de connaître le sens social de la violence pour pouvoir travailler sur la violence. Maintenant, quand on parle des données, il est important de voir quel est véritablement le point important dans les données, le point crucial dans les données. Et là, pour répondre à ça, je dirais qu'il faut faire attention au fait qu'on a deux types de données. Alors, pour ce qui nous intéresse, les questions de violence, les deux types de données, elles sont importantes. C'est-à-dire les données quantitatives et les données qualitatives. Les deux types sont importants. Les données quantitatives, pourquoi c'est important? Ça nous permet de visibiliser le phénomène. Il y a d'une part ça, parce qu'en fait, nous sommes tous conscients et conscientes du fait qu'il existe des violences sexistes et sexuelles. Nous en sommes les auteurs, nous en sommes les bourreaux, nous en sommes les acteurs, etc., etc. Nous en sommes les victimes, les survivantes, etc., etc. Donc, on est tous conscients de ça. On a tous et toutes été déjà témoins de ça. Et ne pas avoir la possibilité de collecter des données sur ça invisibilise le phénomène en même temps que le phénomène est devant nous. Si on n'a pas les données, le phénomène paraît comme invisibilisé du point de vue, en tout cas, de l'action politique ou de la recherche. Donc, il est crucial d'avoir des données de ce point de vue pour visibiliser le phénomène des données quanti. Ensuite, les données quanti ont deux sortes de bénéfices. Le premier bénéfice est évidemment politique, puisqu'on visibilise le problème et on permet à l'action politique de pouvoir s'exercer. Parce qu'il ne viendra à l'esprit de personne de demander une action politique, une action publique sur quelque chose qui se passe une fois ou qui est complètement abstraite, sur lesquels on n'a pas de données. Parce qu'il sera impossible de designer des programmes, etc. Donc, du point de vue concrètement de l'action politique, il importe d'avoir des données. Ensuite, le deuxième bénéfice, qui me paraît être un bénéfice extrêmement important dans le sens de la lutte contre ces violences,
c'est que les données quantitatives révèlent la régularité du phénomène. C'est-à-dire, une fois que les données sont là, parce que c'est une chose d'avoir les données et une autre que de travailler avec ces données. Les bons analystes et les bonnes analystes des données quantitatives vont pouvoir faire parler les données de manière à révéler notamment les régularités. Pour le sociologue, il s'agira de révéler les logiques sociales qui sont derrière les violences. Donc, basiquement, quand on aura des statistiques extrêmement complètes sur les occurrences de violences économiques, l'analyse statistique qui va venir, couplée à l'analyse en sciences sociales, etc., l'analyse économique et tout ça, permettra de démontrer quel est le fil régulier qui connecte l'ensemble de ces occurrences de violence, qui permet donc de voir quelle est la régularité du phénomène. Donc, si on a la régularité du phénomène, on a la possibilité d'avoir des informations sur quelles sont les structures sociales qui permettent ce phénomène. Et donc, qu'est-ce qui fait que cette violence-là arrive, existe, se maintient, se reproduise, etc. Et donc, on saura sur quoi agir. Parce qu'en fait, lutter contre les violences, ce n'est pas lutter contre les personnes. Ça ne servira à rien de lutter contre les personnes. Il faut lutter contre les structures sociales et culturelles et politiques, etc., qui permettent d'avoir ces violences-là. Et donc, avoir des données permet, in fine, à l'analyse de pouvoir vraiment voir quel est le fil, sur quoi est-ce que ça se construit, ces violences. Parce qu'en fait, il y a quelque chose quand même de transversal et d'historique. Ça, c'est les données quanti. Les données quali sont aussi importantes pour ces questions-là, parce que les données quali permettent d'avoir accès au sens social. Et donc, les représentations. Et donc, de comprendre pourquoi, malgré le fait que les gens vivent cela comme une violence, pourquoi ça se reproduit. Pourquoi il y a une compréhension sociale de cela. Un exemple par exemple. Voilà, un exemple que je voulais donner, c'est la dénonciation. Quand il y a un viol ou, je ne sais pas, un acte de... Quand il y a une violence, on note une tendance, des fois, de ne pas dénoncer le phénomène. Et souvent, les analystes et même les acteurs politiques et même les activistes et toutes les personnes qui sont sensibles et qui voudraient lutter contre ça sont complètement désemparés par le fait que les victimes ne veulent pas, de leur propre chef, dénoncer leur bourreau. Ça, on ne peut comprendre les structures sociales qui permettent de fonctionner comme ça qu'en ayant des données quanti pour voir les occurrences, mais quali pour voir quel est le sens social derrière et comment on travaille avec ce sens social. Comment est-ce qu'en ayant compris le sens social, comment est-ce qu'on peut contourner? Parce que des fois, en ayant compris le sens social, on peut aussi trouver les moyens de faire que la société fonctionne en ayant aussi ce sens qui est recherché par, entre guillemets, l'acte répréhensible de violence, mais en l'ayant différemment. C'est pour ça que les données, elles sont importantes dans ce sens. Maintenant, évidemment, il est plus facile de compiler les données quanti que les données quali dans ces conditions-là, mais le travail reste entier à faire dans la compilation des données quali et quanti. Super. Je pense que c'est super intéressant, Leïty. En tout cas, on peut comprendre l'importance de la disponibilité de ces données-là. Ça nous permet de visibilité le phénomène, ça c'est super important, mais surtout de bien comprendre le sens derrière ces violences basées sur le genre, mais surtout de savoir sur quoi agir. Je pense que c'est le bout du problème. Et sur la même lancée, est-ce que vous pouvez nous parler de l'expérience du projet RIRA? Je pense que Leïty l'a mentionné dans l'introduction. Je pense que ça a un lien avec la mise à disposition des données. C'est un projet extrêmement ambitieux. Le point focal de ce projet était la question des adolescentes victimes de violences sexuelles et sexistes et qui étaient accueillies en tant que victimes dans des centres d'accueil, d'hébergement, des centres de prise en charge. La thématique, notre angle thématique ou notre angle problématique, c'est de considérer que dans notre pays, malgré les efforts qui sont effectués par les autorités publiques, il y a un manque de structures de prise en charge. Et notamment, il y a un manque de structures de prise en charge holistique de ça. On a énormément d'initiatives et ça, il faut saluer l'action des acteurs politiques et l'action des ONG, l'action des activistes, de tous ces membres de la société qui voient ce phénomène et qui veulent prendre en charge ce phénomène. Mais malgré tout ce qui a été fourni, notre étude a permis de constater qu'il y a un manque de dispositifs
ayant une ambition de prise en charge holistique. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait dans cette recherche? On a décidé de faire au moins... En fait, on a fait 4 recherches en une. On a fait une cartographie nationale des centres d'hébergement et de prise en charge, qui était quelque chose d'extraordinaire. Et on dispose maintenant d'un registre très, très fourni avec les centres, leurs capacités, etc., etc. On a fait une monographie d'un centre de référence qu'on avait choisi à cause de son caractère d'implantation historique, mais aussi à cause de son travail extrêmement important dans le sud du pays, qui est le centre Koulimaro, qui a été initié par la plateforme des femmes pour la paix. Et on a fait une monographie là-bas. Une monographie, c'est un travail anthropologique où le chercheur ou l'équipe de recherche s'installe, entre guillemets, sur le site de recherche. Et parmi nous, on avait 2 de nos chercheurs, une chercheuse principale qui avait en charge cette monographie et un autre chercheur qui venait en appoint, qui a vraiment documenté ce qui se passe dans ce centre-là en termes de qui est accueilli, qu'est-ce qu'on fournit, etc., et qui a d'une certaine façon vécu comme anthropologue avec ces personnes. À côté de ces 2 grandes recherches, on avait une recherche sur les bonnes pratiques de prise en charge, qui était également une recherche nationale sur les bonnes pratiques de prise en charge, qui avait allié les méthodes Kali et Kanti pour voir qu'est-ce qui existe dans notre pays en tant que pratique de prise en charge de ces problèmes de violence, que ce soit des pratiques formalisées dans des structures ou que ce soit des pratiques non formalisées ou socialement formalisées, on va le dire, puisqu'il y a des personnes à qui on dédie cette tâche-là dans nos sociétés. Et la dernière enquête, c'était une enquête des perceptions, qui était une enquête qualitative et quantitative, mais très quantitative, puisque c'était une enquête sur les perceptions des adolescentes qui étaient les premières concernées par ces questions de violence. Et on a enquêté, pour cette enquête-là, quelque chose comme 1400 adolescentes dans l'ensemble du pays. Comme tu disais tout à l'heure, nous sommes plusieurs à voir ce qui se passe, soit à côté de nous, soit dans les milieux de recherche et tout, et de voir même que les recherches prennent le temps, justement, quand il y a un programme de recherche-action, c'est complètement différent que quelqu'un, justement, qui collecte ses données et qui, après, s'en va. Et je pense que ça serait intéressant, effectivement, d'avoir d'autres espaces pour continuer à discuter de l'état de ces ressources-là. Et je pense que comme personnes qui militons, ça va donner aussi un autre élan à nos démarches. Et donc, en fait, la question qu'on se pose dans les milieux féministes lorsqu'on parle des données et de l'accessibilité de ces données-là, c'est aussi... et je pense que c'est une question qui dépasse les milieux féministes, c'est aussi des questions qu'on retrouve dans les groupes de recherche féministes. C'est qui doit collecter ces données-là, qui peut les collecter, pourquoi c'est important d'avoir une démarche, une approche féministe dans ce travail-là. Tout à fait. Excellente question, Leïti, excellente question. Mais quand on parle des données, il ne faut pas être naïf pour croire que les données sont comme toute autre ressource, quelque chose qu'on peut manipuler facilement. Les données donnent du pouvoir. Et en cela, il faut être très clair sur le fait que chercher à avoir des données, c'est chercher à avoir du pouvoir. Parce que les données donnent la preuve. Ce sont les premiers éléments qui nous permettent d'avoir la preuve. On a beau dire dans telle société, tel phénomène existe, etc., etc. Mais dès l'instant qu'on est capable, à partir d'une enquête très documentée, de dire que ce phénomène existe dans des proportions X, Y et touche X, Y, Z personnes, etc., etc., on a comme une validation scientifique de la réalité du phénomène. Et donc donne des preuves. Et en l'occurrence, pour ce qui est des violences, on a besoin d'avoir des preuves scientifiques, non seulement de l'existence du phénomène, mais aussi on a des preuves scientifiques sur le fait que ce phénomène est un problème. Et à partir du moment où on a prouvé que ce phénomène est un problème, on met la force publique face à ses propres responsabilités. C'est pour ça que les données donnent accès à du pouvoir. Ensuite, non seulement c'est la preuve qu'un phénomène existe et que ce phénomène existe dans telle ou telle proportion extra, mais aussi les données permettent de dire qu'il est possible de solutionner ce problème. C'est pour ça que quand on a les données, tout d'un coup, on a un pouvoir de mettre la force publique ou l'acteur public devant ses responsabilités par rapport à ça. Et c'est pour cette raison que la collecte des données est super encadrée.
Dans le cadre de la recherche IRA, par exemple, non seulement c'est encadré par des protocoles de recherche scientifiques, donc les chercheurs ne peuvent pas collecter n'importe quoi, faire ce qu'ils veulent, mais c'est aussi encadré par des codes éthiques. Au Sénégal, on a un comité qui encadre la collecte des données sur ça. C'est pour cette raison que se poser la question de qui doit collecter les données est importante, parce qu'il ne faut pas oublier que collecter les données, c'est aussi collecter des informations qui potentiellement pourraient être des informations à caractère personnel, des données à caractère personnel. Et donc, qui doit collecter? À mon avis, il faut y réfléchir. Moi, je n'ai pas la réponse directe. Il faut y réfléchir de manière stratégique. Il est clair que l'autorité publique doit collecter des données. Et en ce sens, par exemple, on a au Sénégal l'Agence nationale de la statistique et de la démographie qui nécessairement collecte des données quanti principalement, mais potentiellement aussi des données quali sur ces questions-là. Il est possible d'avoir, j'allais dire, une responsabilité publique sur la collecte des données. Mais qui doit collecter les données? C'est aussi les chercheurs qui doivent collecter les données. Et aujourd'hui, dans nos universités, de plus en plus, on a compris qu'on ne peut pas continuer à avoir une université tournée sur la recherche fondamentale. C'est dépassé. Ce type d'université-là n'existe plus. Des universités uniquement tournées sur la recherche fondamentale. Aujourd'hui, l'essentiel de l'activité de recherche universitaire dans le monde est une activité de recherche universitaire qui vise à solutionner des problèmes concrets. Qui doit aussi collecter les données? Ce sont les activistes. À mon avis, il faut démocratiser la collecte des données. Et ça veut dire donc qu'on a besoin de mixer le public qui travaille autour de ces données. On a besoin d'avoir des approches décloisonnées. On a besoin d'avoir des approches interdisciplinaires. On a besoin que les universitaires sortent des universités, que le peuple, les citoyens entrent aussi dans les universités, parce que c'est entre tous ces gens-là qu'il est possible de construire des analyses fortes pour avoir de l'action. On voudrait aussi s'interroger sur la responsabilité de l'État. Qu'est-ce que l'État peut faire? Qu'est-ce que l'État doit faire sur la mise à disposition de ces données-là? Mais surtout pour mettre en place un système d'information et de surveillance sur les violences sexuelles et sexistes pour pouvoir au moins faire un suivi de la prise en charge de ces questions-là. Ça, c'est très, très important. D'abord, il y a la question du financement. On aimerait tous que la recherche, de manière globale, que ce soit la recherche action ou la recherche fondamentale, que la recherche soit un peu dépendante, j'allais dire non dépendante de financement, capable de l'orienter, de financement donc externe. Malheureusement, dans nos pays, les sources de financement de la recherche sont très, très faibles, et des fois, effectivement, il y a une compétition des thématiques. Des fois, il y a une compétition des thématiques qui sont liées à l'actualité. Des fois, c'est selon l'actualité que aussi des ressources sont à disposition. Et si les chercheurs veulent faire de la recherche, collecter des infos, avoir un financement pour ça, vont s'engager. Et donc, c'est important de réfléchir à ça, parce que les sources de financement déterminent aussi l'orientation des collectes d'informations et des traitements, etc. Ça, c'est une chose. Deuxième chose maintenant, est-ce qu'il n'est pas temps aujourd'hui pour l'État d'avoir une politique très claire et très dynamique, très volontaire sur la question de la collecte des données de manière globale? Si, mais je pense que l'État, d'une certaine façon, fait aussi beaucoup sur ça, notamment avec l'Agence de la statistique et de la démographie. Maintenant, il est important, et comme je disais tantôt, il est important qu'un phénomène puisse être identifié comme un problème. Et pour ça, il faut effectivement beaucoup d'engagement des activistes, beaucoup d'engagement de la recherche universitaire, et puis de compiler toutes ces informations pour qu'à un moment donné, quand on design un protocole de recherche globale dans notre pays pour faire, par exemple, le recensement ou pour faire quelque chose, que la question des violences se pose comme ça, comme une question qu'on ne peut pas éviter, parce que les universitaires auront donné beaucoup d'évidence, les associations auront donné beaucoup d'évidence, etc., etc. Donc, il y a quand même une part de responsabilité de l'État dans la planification de la collecte des données sur ces questions, mais il y a aussi une part de responsabilité des acteurs pour collecter, faire remonter, etc., etc. Ça, c'est deux choses. Maintenant, la troisième chose très, très importante, c'est avoir un système, comme tu disais tout à l'heure, d'abord, un système d'information national et très solide sur ces questions-là. Ce serait extraordinairement bénéfique parce que ça permettrait d'avoir un point où on va pouvoir
collecter des données, compiler des données, que ça soit quali ou quanti, compiler, mais surtout pouvoir faire des méta-analyses pour voir comment est-ce qu'on peut contourner les logiques de violence, travailler sur qu'est-ce qui génère les sources de violence, travailler sur les conditions de sa reproduction, de son maintien, etc., etc. Donc, c'est quelque chose qui pourrait être potentiellement extrêmement important à avoir. Maintenant, pour moi, on a déjà un outil très, très important qui est notre plateforme, notre base de données, notre base de big données là, à Diamniadio, qui permettrait d'héberger énormément de recherches scientifiques, mais il faut qu'on puisse avoir un système uniformisé dans les universités pour déjà que la recherche dans les universités soit sur la table. Dans beaucoup de nos universités, dans beaucoup d'associations, etc., on a de la recherche qui dort dans les tiroirs. Il est important de les sortir, de publier, pour qu'on puisse collecter et que l'État puisse s'en saisir comme un problème social. Parce qu'aucun État n'ignorerait un problème qui se pose comme un vrai problème social. Dans cette logique, est-ce que vous pensez qu'il est pertinent pour l'État d'avoir une ligne budgétaire pour ces questions? Je rappelle que vous êtes expert budgétisation sensible aux gens. Oui, évidemment qu'il est pertinent pour l'État. Et heureusement, au Sénégal, on est très sensible à la question de la budgétisation sensible au genre, et notamment au niveau de l'État, puisqu'on a une programmation budgétaire qui suit des grandes recommandations, des grandes orientations de budgétisation sensible au genre. Et dans les budgets des ministères, on voit toujours qu'il y a des orientations budgétisation sensible au genre. Mais comme j'ai dit, les problèmes sont en compétition. Et des fois, évidemment, on ne voit pas trop les effets de la budgétisation sensible au genre dans la programmation budgétaire de nos ministères, etc. Mais ça ne veut pas dire que c'est impertinent d'avoir ça. Au contraire, il est important et il est pertinent d'avoir une ligne budgétaire ou des lignes budgétaires ou d'avoir une démocratisation de l'accès au budget pour pouvoir quand même solidifier la collecte des données. Et ça passera par cette mise en place de ce système d'information généralisée qui permettra véritablement d'asseoir un outil de collecte des données et surtout sur une périodicité. Parce qu'en fait, le problème aussi des données, c'est qu'il faut installer une routine de collecte des données. Il faut actualiser, il faut installer une routine de collecte des données pour voir comment se comporte le phénomène chaque année, etc., pour pouvoir avoir des tendances sur lesquelles on peut agir. Et ça demande des ressources. Si les associations peuvent faire de la pression pour qu'il y ait de la ressource dans ça, ce serait très, très bien. Moi, j'ai l'impression que les associations sont vraiment fatiguées. Et qu'il y a beaucoup de choses en fait qui sont réalisées par plusieurs groupes qui ne sont pas nécessairement de leur ressort. Notamment justement toute cette question d'accompagner, d'essayer de référer dans des centres qui n'existent pas. Tu viens de parler d'un projet de recherche justement et la cartographie a montré clairement qu'il y a un déficit de centres au Sénégal. Il y a même des régions où il n'y en a pas du tout. Et les centres sont à 75% à peu près l'œuvre d'associations, d'organisations communautaires. Et donc, à partir de quel moment on peut aussi se dire que l'État, en fait, dans ses démarches de budgétisation sensible au genre et même de tout ce qu'on appelle gender mainstreaming, je pense, est en train de travailler, mais sans avoir un regard plutôt féministe. Et donc, ce qui fait qu'on reste plutôt dans un statu quo. Je ne sais pas, c'est l'impression que j'ai. Oui, bien sûr, on peut avoir cette analyse, mais il est clair, aujourd'hui, je n'ai pas besoin de le dire, il est clair qu'aujourd'hui, au Sénégal, on n'a pas un État féministe. On n'a pas de la programmation féministe de l'action publique. Ça, c'est très clair. Et de ce point de vue-là, on ne peut pas attendre de l'État un positionnement féministe dans la programmation. Je pense qu'il y a énormément de pas à faire dans notre pays, énormément d'avancées sur ces questions. Et maintenant, là où on peut avoir des progrès rapides, c'est lorsque les évidences sont sur la table et que le problème est un problème qui est très clairement un problème prouvé, et en même temps que le problème est prouvé, que les logiques du problème
sont dévoilées par les analystes de données et que les solutions sont là. À partir de ce moment-là, on a quand même de l'action publique qui peut s'engager. Et il est facile, il sera plus facile pour les associations, pour les personnes attachées à ces causes, il est plus facile de faire avancer. Mais je suis d'accord avec toi, Leïti, sur le fait qu'aujourd'hui, ce qui repose sur les épaules des associations est énorme en termes de responsabilité. Et les associations, malheureusement, pour la plupart, ne reçoivent pas de financement de l'État. Sont financées par des bailleurs, etc. Tout ça amène des climats de confusion, d'amalgame, des suspicions, des sortes de demandes de responsabilité, etc., etc. Et je pense qu'on a encore des efforts à faire. Une question qu'on se pose, et ça, c'est pas seulement pour la collecte des données, l'analyse et tout, c'est plus parce que tu commençais en rappelant le problème social que constituent les violences sexistes et sexuelles et de comment on devrait les analyser, mais aussi peut-être comment aussi on doit les adresser. Et donc, quelle est la pertinence d'une approche féministe dans la façon structurelle, je dirais, d'adresser ces violences-là? Il y a au moins 2 éléments qui permettent de répondre à cette question. Le premier élément, c'est que comme les violences sont ancrées dans nos réalités sociales et que ce sont des phénomènes qui, sociologiquement, trouvent un sens social et qui est un sens connecté aux inégalités, pour lutter contre ces violences, il est extrêmement important de lutter contre les inégalités. Or, la posture qui lutte le plus efficacement contre les inégalités de genre est la posture féministe. Il ne sert à rien de simplement mettre sur la table les problèmes. Il faut aller au-delà de ces problèmes, c'est-à-dire voir quelles en sont les logiques, pourquoi ces problèmes existent et comment on fait pour les solutionner. Maintenant, il faut dire qu'avoir une posture féministe, ça ne veut pas dire être pour ou contre les hommes ou les femmes. C'est véritablement avoir un engagement politique de résolution de problèmes qu'on trouve être des problèmes liés aux inégalités. Donc, de ce point de vue-là, il est extrêmement important, il est très très pertinent de pouvoir se positionner sur une façon de voir féministe. Et je dis bien façon de voir parce qu'il y a tout un ensemble de compétences à avoir, que ce soit des compétences d'analyse, des compétences de recherche, des compétences théoriques, des compétences d'action, etc. à avoir. Et on ne peut pas se lever du jour au lendemain sans avoir ces compétences-là pour dire « Ok, maintenant, moi, je suis féministe et point, basta ». Oui, on peut l'être, mais quand on l'est, il faut être conséquent et puis travailler à pouvoir aussi transformer de manière pratique cet engagement-là. Donc ça, c'est d'une part. D'autre part, maintenant, c'est de dire, aujourd'hui, dans le contexte où on est, il est quasiment impossible de faire bouger des choses en termes de changement social si on n'a pas un engagement, quel que soit le type d'engagement. Pour les questions environnementales, on va très bien. Si on n'a pas un engagement très clair, impossible de faire bouger les lignes. Si pour les questions de migration, c'est la même chose. Pour les questions de racisme, c'est la même chose, etc., etc., etc. Mais pourquoi donc, sur les questions d'inégalité entre les hommes et les femmes, il devient tout d'un coup tabou dans un pays comme le nôtre ou dans un pays patriarcal de se revendiquer comme ayant un engagement idéologique, et j'entends, moi j'utilise le mot idéologique à dessein, c'est pas un mot tabou pour moi, d'avoir un engagement pour dire, ok, moi c'est à tel type de société je crois et je voudrais aller vers ça. Je pense que bon, il y a des initiatives chez nous de sorte d'université où quand même on discute des thématiques en se positionnant différemment. Mais je pense qu'il y a du travail à faire, autant chez les femmes féministes que chez les hommes féministes, mais aussi de manière globale chez les acteurs de la société lambda, pour qu'on comprenne qu'il n'y a pas un combat entre les hommes et les femmes. Il y a un combat entre un système de barrières, un système qui ne permet pas la progression démocratique de tous et de toutes, un système qui ne permet pas l'accès aux ressources, au pouvoir, aux privilèges de tous et de toutes. Et c'est contre ce système-là qu'il faut se battre. Alors, Sadibou, pour clôturer, un mot pour la campagne? Oui, alors un mot pour cette campagne extrêmement importante sur les données. Je l'ai dit et je le répète, se questionner sur les données reste
est aujourd'hui plus que jamais un acte politique et scientifique. Et en ce sens-là, il faut soutenir cette campagne dont l'objectif principal, c'est d'aider à vraiment collecter des informations, collecter des données pour pouvoir aider l'action publique pour solutionner ces phénomènes de violence. Donc, big up à cette campagne. La campagne comptée pour tout. Letty? Magnifique, merci Sadibou, vraiment merci. D'abord, moi je suis très heureuse qu'on se retrouve aujourd'hui et puis exceptionnellement dans les studios de Warkha TV. Ouais. Je pense que ça ne sera pas la dernière fois, on fera d'autres Wartan ici. J'ai juste envie de dire que pour moi, déjà en fait je suis tellement contente de voir l'espace féministe, l'espace militant féministe s'intéresser aux données. Je suis chercheure indépendante dans la vie et donc j'ai effectivement un grand intérêt pour les données, pour les postures à partir desquelles on aimerait les appréhender. Tout ça fait que j'ai que des mots de remerciement en fait pour Warkha et pour Warkha TV et aussi pour Sadibou, pour toi Daba. Donc merci et bon vent à cette campagne-là. Super. Alors c'était vraiment un grand plaisir d'être là aujourd'hui. Surtout dans les locaux de Warkha TV. Moi, mon mot, c'est surtout... Parce que ce que nous apprenons de cette discussion, c'est que les données ont un coût. Et pour ça, je pense qu'il est très important que l'État puisse mettre en place une ligne budgétaire pour la prise en charge de ces questions-là. Donc, peut-être on va donner un rendez-vous à nos followers très bientôt. Absolument, à bientôt. Nous, féministes d'Afrique de l'Ouest, demandons aux autorités l'adoption d'une ligne budgétaire pour la mise en place d'un système d'information et de surveillance des VSS fiable pour améliorer l'accueil et la prise en charge des survivantes. Les agents de santé, les travailleurs communautaires, sociaux, agents de justice et de police ont besoin de moyens